L'opération Je débarrasse mon quartier organisée par la ville de Cayenne a mis des bennes à ordures à disposition des habitants pour une ville plus propre avant les fêtes. De la politique avec le sénateur Antoine Karam qui dresse un bilan plutôt positif à mi-parcours. Après 3 années de mandat, il a déposé 14 questions écrites et 6 questions orales auprès de la Haute Chambre. Enfin, le club sport guyanais compte bien aller au-delà de la 2e place du classement du championnat de volley-ball. Après y avoir stationné depuis 4 années, nous les avons rencontrés durant leur entraînement. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'informations locales et régionales. Sachez que désormais, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, mais également sur votre bouquet orange. Bon débarras. Les habitants des quartiers prioritaires de Cayenne ont pu ce matin se débarrasser de leurs encombrants. L'opération Je débarrasse mon quartier organisée par la ville de Cayenne a mis des bennes à ordures à disposition des habitants pour une ville plus propre avant les fêtes. Regardez ce reportage de Pierre Tréfou. Les habitants de Pleuhermel débarrassent leur quartier. Ce matin, la ville de Cayenne, en association avec la CACL, ont mis en place des bennes destinées à un grand nettoyage du quartier pour les fêtes de fin d'année. Nous avons remarqué depuis quelques années que pour la fête de fin d'année, les habitants, en tout cas les riverains des quartiers, changent leurs meubles, changent les appareils électroménagers. Du coup, on les retrouve un peu partout dans les rues, devant leurs maisons. On s'est dit, en tout cas, Madame le maire a eu la bonne idée de venir avec l'initiative de l'opération Je débarrasse mon quartier, qui permettrait à la population d'avoir un endroit précis pour déposer les ordures ménagères, les électroménagers et autres. Pour les riverains, le problème vient des habitants venant des autres quartiers et qui déposent leurs déchets. C'est pas nous qui jetons fatra ici comme ça, mais c'est les gens qui sont de l'autre côté, qui viennent jeter fatra, qui viennent tout ça qui est pour jeter, vieux meubles, tout bagaille net, qui viennent jeter à terre. Des fois, mouka là, on pas dire rien. Parce que mon viennent jeter les jeunes poubelles là qui puis les jeter, les délibérer, mais et c'est nous-mêmes qui connaissons qui ça nous qu'a fait. Comme vraiment les poubelles là, c'est nous les qu'a fait chez. Mais nous pas connaissons. Ce dispositif collectif et expérimental vise à sensibiliser la population sur le tri des déchets encombrants. Cela ne concerne pas les déchets ménagers qui ont des containers spécifiques. Le problème, c'est que, comme tout ce qui concerne les déchets, souvent, ces carcasses sont enlevées. 5 minutes après, vous revenez, ces carcasses reviennent. Ils sont déposés, on les enlève et on les met sur une plateforme de compostage, enfin traité par une entreprise qui se trouve sur la route de Dégradé-Cannes. Le service de collecte de porte à porte est toujours maintenu. La benne sera mise à disposition dans plusieurs quartiers de la ville de Cayenne jusqu'au 22 décembre. Un mot de politique à présent. Le sénateur Antoine Karam dresse un bilan plutôt positif à mi-parcours. Élu le 28 septembre 2014 pour un mandat de 6 ans, il a déposé 14 questions écrites et 6 questions orales auprès de la Haute Chambre. Pour le reste de son mandat, il souhaite travailler dans le sens d'une évolution statutaire de la Guyane. Le sénateur était au micro de Chryslaure Philippe et de Gaël Wassim. Un certain nombre d'objectifs ont été atteints, puis d'autres pas. Mais ce qui compte, si on met le poids dans la balance, le bilan me semble positif parce que j'ai agi en concertation avec les élus de Guyane, avec mes collègues parlementaires. Dans l'intérêt commun, nous avons fait passer un certain nombre de dossiers précis. Nous nous sommes engagés à faire mieux reconnaître la Guyane dans ses besoins, dans ses attentes et dans ses impatiences. Mes projets, ils sont multiples. C'est d'abord de continuer à aimer encore plus la Guyane, de me battre pour l'intérêt général, de présenter à la population tous les projets qui me remontent et qui doivent être transformés de façon législative. Et puis vous savez que j'ai un combat qui me tient à cœur, c'est le combat statutaire. Ça fait 40 ans que je me bats pour une évolution statutaire de la Guyane. J'entends pouvoir continuer à mener cette mission, à faire passer des messages et à expliquer à la population de la nécessité qu'il y a que l'on puisse travailler dans un autre cadre qui me semble un peu plus efficace pour rendre plus utile l'action publique. Et notre invitée du jour est Laetitia Barel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire nationale du SENSA. Vous êtes en Guyane pour quelques temps et vous avez rencontré les enseignants du premier et du second degré.
C'est exact? Tout à fait, oui. Et ce matin, donc 150 enseignants Oui. étaient présents dans les locaux du Break Club à Rémy-Montjoly. Avant de commencer l'entretien avec vous, on va regarder ensemble l'interview qu'on a fait ce matin de l'un de vos collaborateurs, Ludovic Léra, qui est représentant SEUNSA. Regardons ensemble. Alors, si vous voulez, avec Laetitia Barrel, qui est secrétaire nationale du syndicat des enseignants de l'UNSA, nous sommes venus en Guyane pour nous rendre compte des spécificités locales et des particularités, entre autres sur les écoles isolées, sur le fleuve. Nous sommes venus aussi pour rencontrer le recteur que nous avons vu hier soir, pour nous assurer avec lui que tout se passait bien, que la politique nationale pouvait se mettre en œuvre aussi en Guyane. Alors ce qu'on a vu, effectivement, ce sont les difficultés d'exercice, les conditions de vie, les conditions de travail qui sont vraiment très spécifiques, particulièrement, alors pas que sur les écoles isolées, hein, on a vu aussi sur Cayenne, mais c'est vraiment pas évident, il faut une belle motivation, une belle envie du métier quand on travaille en Guyane. Il y a eu récemment une refonte complète de l'évolution de carrière des personnels de l'éducation nationale, des enseignants en particulier. Nous nous sommes dit qu'à l'occasion de notre venue, il était intéressant de réunir les enseignants de la maternelle au lycée pour leur expliquer justement les changements de leur métier, les changements de leur carrière. Ces changements concernent l'avancement, donc la façon dont se déroule la carrière, la rémunération avec des transformations de primes en points d'indice, bon c'est un peu technique, et aussi l'évaluation des personnels. On change le mode d'évaluation pour une évaluation plus centrée sur la pratique professionnelle, la pédagogie. Nous l'avons entendu dans cet entretien, l'un des thèmes qui a été débattu ce matin, c'était sur la spécificité du territoire guyanais en termes d'éducation, notamment ces communes isolées qui ne sont la plupart du temps joignables que par voie fluviale. Est-ce qu'aujourd'hui, auprès de l'UNSA, SEUNSA, vous avez des propositions pour améliorer leurs conditions de travail? Alors oui, bien entendu, nous avons quelques propositions et c'est pourquoi nous sommes là aussi, c'est pour nous rendre compte nous qui sommes sur Paris et de vivre en fait ces spécificités territoriales, quelques propositions en termes d'agrandissement du parc de logements notamment, de récupération des eaux de pluie. Vous voyez des propositions qui ne sont pas directement liées à l'éducation nationale mais qui demanderaient de mettre autour de la table plusieurs acteurs de notre société. Et aujourd'hui, vous avez abordé la question. Qu'est-ce qui ressort auprès des enseignants? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils attendent du rectorat? Eh bien, les enseignants qui sont sur ces sites isolés attendent du rectorat de pouvoir être traités de façon équitable par rapport à leurs collègues qui ne sont pas sur ces sites isolés, que ce soit en termes de réglementation qui leur sont propres à eux, enseignants qui ont des conséquences sur leur carrière, leur rémunération, mais aussi tout ce qui est d'ordre pédagogique et plus éducatif, notamment en termes de matériel éducatif, de mobilier scolaire. Je suis allée à Grand-Santi, par exemple, et j'ai vu du mobilier scolaire que je n'avais pas vu depuis très très longtemps, en très mauvais état. Voilà, donc ces enseignants-là souhaiteraient avoir du matériel et des conditions de travail à hauteur de ce qui leur est demandé en termes de mission quant à leur métier d'enseignant. La suppression des contrats aidés a fait grand bruit en Guyane, beaucoup de manifestations. En France métropolitaine également, c'était le tollé, énormément de manifestations, je le disais. Avez-vous une proposition aujourd'hui, une alternative à ces contrats aidés? Alors, il est vrai que quand les contrats aidés, quand les annonces ont été faites à la fin de l'été, la grande surprise pour tout le monde, que ce soit en métropole ou sur des territoires comme la Guyane, nous avons tout de suite mesuré l'ampleur que ça allait avoir en termes de conséquences sur ce territoire guyanais. Oui, des propositions, il pourrait y en avoir avec par exemple un accompagnement des contractuels qui sont aujourd'hui dans les écoles, dans les établissements, un accompagnement pour pouvoir un jour être titularisé, mais titularisé avec une exigence qui serait la même en termes d'acquis et de compétences que les acquis et les compétences qui sont aujourd'hui demandés aux enseignants titulaires et fonctionnaires titulaires. Du côté des élèves, à partir de la rentrée prochaine, les téléphones portables seront interdits dans les écoles et les collèges. Les lycées sont épargnés. C'est une annonce qui a été faite lundi par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Est-ce réaliste et est-ce réalisable, selon vous ? Alors, je vais me permettre de détourner un petit peu votre question, tout simplement pour vous dire qu'il existe déjà des règlements intérieurs dans les établissements scolaires qui interdisent l'utilisation des téléphones portables ou autres
smartphone, voilà, des règlements intérieurs qui l'interdisent, mais par ailleurs qui l'autorisent sur certaines séquences d'enseignement, puisque nous avons de plus en plus de collègues qui utilisent ces nouveaux moyens technologiques pour enseigner. Donc cette annonce, j'ai un peu envie de dire, ça fait partie de toutes ces annonces, de toutes ces mesures que nous découvrons au fil du temps à travers la presse, à travers les médias, mais qui n'ont pas de grandes nouveautés. Elle est bien fondée, vous, à l'ES-UNSA. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que ça va changer quelque chose selon vous? Selon nous, ce n'est pas cette annonce qui changera quelque chose, puisque de toute façon, dans les établissements où les règles sont posées, ce sont bien à l'intérieur des établissements que les enseignants, les personnels qui y travaillent, font en sorte que les règlements s'appliquent déjà. Et il n'y a vraiment rien de nouveau dans cette annonce. Et un des articles du Code de l'éducation le mentionnait par ailleurs déjà depuis très longtemps. Un effet d'annonce, donc. Tout à fait. Autre réforme, celui des devoirs faits dans les collèges, un temps d'études accompagné pour réaliser les devoirs par les collégiens. Un programme en vigueur ici en France depuis la Toussaint. Que pensez-vous de ce programme? Ce que nous en pensons et surtout ce que nous voyons, c'est que ça a bien des difficultés à se mettre en place dans les établissements, que ce soit en métropole et encore plus ici en Guyane. J'ai rencontré de nombreux enseignants cette semaine. Les choses ne se mettent pas en place. Ce que nous en pensons surtout, c'est que c'est aussi une mesure un peu annonce de façon à bien passer vis-à-vis de l'opinion publique. Une annonce qui, de plus est, selon nous, pas la vraie question n'est pas celle-ci. Pour nous, la vraie question, c'est devoir ou pas devoir. Tout ce qui est aide plus particulière pour des élèves qui en auraient le plus besoin, pour nous, doit être intégré dans le temps d'enseignement, dans le temps passé dans l'établissement, mais sur le temps d'enseignement. Et ce ne sont pas des petites rustines d'aide ponctuelles qui permettront d'avoir un travail de qualité et des résultats à hauteur des attentes. Devoir ou pas devoir? Quelle est votre réponse? Devoir ou pas devoir? La problématique autour de devoir ou pas devoir, et c'est d'autant plus prégnant ici sur votre territoire, c'est qu'un enfant qui repart chez lui avec des devoirs à faire, s'il n'a pas intégré en classe la notion, il ne pourra de toute façon pas faire ses devoirs seul s'il n'a pas d'aide du côté familial. Je dis que c'est d'autant plus prenant ici parce que quand j'ai vu les élèves sur Grand Santi, par exemple, repartir chez eux, bon, c'était en primaire, mais je pourrais dire la même chose sur Marie Passoula au niveau du collège. Quand je les vois repartir et que finalement je me dis ils ne parleront pas français ce soir, ils parleront leur langue d'origine, j'ai bien des doutes à penser que les parents pourront les aider. Il y a des assistants de langue maternelle ici en Guyane qui permettent quand même d'intégrer cette particularité avec la langue française, une particularité très importante, les langues maternelles. Est-ce que, du coup, il faut faire des devoirs ou pas? Des devoirs ou pas devoirs? Je vois que vous insistez, vous avez dû être perturbé pendant votre scolarité. Des devoirs, si vous voulez, les devoirs en tout cas ne doivent pas être quelque chose qui renvoie à l'élève un échec. Il faut que l'élève, s'il a quelque chose à faire chez lui, c'est une relecture d'une notion déjà acquise, c'est une leçon à apprendre, mais finalement qui a déjà été intégrée en classe. Donc la question, c'est vraiment devoir ou pas devoir. Oui. Peut-être plutôt pas devoir, avec un travail plus centré sur les enseignements dans l'établissement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Laetitia Barrel. Je poursuis ce journal avec vous. Restez sur ce plateau avec nous, avec un tour à Paris et la soirée de tous les possibles pour les projets innovants. Hier soir, il s'est déroulé la 3e édition de l'Innovation Outre-mer qui met à l'honneur les entrepreneurs ultramarins. Cet événement a été organisé par Outre-mer Network qui a récompensé donc les jeunes entreprises dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies. Regardez le reportage de Solène Boissé. Alors le gagnant est CX Links. En moins d'un an d'activité, son entreprise est déjà sacrée la plus innovante socialement. Gaël est le fondateur de CX Links, une société d'aéronautique spécialisée dans la gestion des crises par l'utilisation de solutions connectées. Pour cet abymien de 37 ans, ce prix est un gage de sûreté pour l'avenir. Pour moi, ce prix, c'est à la fois une récompense, mais aussi un début de ce qui m'attend et de ce qui attend aussi les équipes qui m'accompagnent au quotidien. J'ai été victime enfant de l'ouragan Hugo en 1989 et moi ce qui m'a marqué
c'est la solidarité des gens. Et je me suis fait une vocation par la suite en arrivant en Europe en 2001. L'autre grande gagnante ce soir, c'est cette originaire de Morne-à-l'Eau. À 33 ans, Joséphine a déjà eu l'expérience de start-up puisque Motze est sa 3e entreprise. Un parcours bien souvent semé d'embûches. Ça n'a pas toujours été facile parce que souvent les grands groupes font appel à des sociétés qui sont pas en Outre-mer, qui sont régulièrement à Paris ou ailleurs. Et donc il fallait tenir. Comme je dis habituellement, quand on est entrepreneur en Guadeloupe, il faut faire preuve de beaucoup de patience. C'est vraiment une course de fond. Et cette course de fond et de réseau, elle continue dans le plus gros incubateur au monde où se déroule cette cérémonie. Pour l'occasion, tout le gratin de l'univers start-up a fait le déplacement pour voir et soutenir financièrement les nouveaux visages de l'innovation. Le but, c'est de faire connaître l'innovation en Outre-mer à des fonds d'investissement qui étaient dans la salle. Toute la journée, les 18 finalistes ont eu des ateliers, 5 ateliers, 3 fonds d'investissement, un réseau de business angels. Et puis il y a des fonds d'investissement qui sont partenaires de Station F qui ont regardé certains de leurs dossiers. Pour cette 3e édition, 400 personnes ont participé à l'événement. C'est 4 fois plus qu'il y a 2 ans. Et le chiffre du jour est 22 700. C'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés à la fin du mois d'octobre dernier, soit une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. On constate une baisse du chômage chez les hommes alors que les femmes continuent à être lésées sur le marché de l'emploi. Ce phénomène se vérifie également chez les jeunes de moins de 25 ans. Entre octobre 2016 et octobre 2017, 400 nouveaux demandeurs d'emploi sont partis frapper aux portes de Pôle emploi. Un tour en Martinique à présent avec ce projet qui devrait permettre de développer le tourisme et la filière rhum. Il s'agit du spirit-tourisme. Que se cache-t-il derrière ce néologisme? Découvrez-le avec Alizé Lutron et Guy Raphaël René. Chez nous, chaque année, 600 000 personnes visitent les 7 distilleries du territoire. Nos rhums martiniquais sont aujourd'hui commercialisés dans une centaine de pays. Une renommée internationale que souhaiterait mettre davantage en valeur le comité martiniquais du tourisme. L'objectif, c'est qu'en 2022, il y ait 1 million de personnes qui viennent en tant que spirit-touristes, c'est-à-dire que le rhum ait été pour eux le produit d'appel. Au niveau des portes d'entrée, à savoir de l'aéroport, des ports, que tout de suite le touriste voit qu'il peut faire ce tour des distilleries, qu'on voudrait appeler route des distilleries, où on y réfléchit. Et autour de cette route, il n'y aurait pas que les distilleries à voir finalement. Après, vous visitez grâce à ça toute la Martinique. Selon le cabinet qui a mené l'étude, le spirit-tourisme pourrait rapidement devenir la marque de fabrique de la Martinique, d'autant que nos rhums sont les seuls au monde à être labellisés AOC. Le spirit-tourisme permet notamment de parler au monde. Et donc là, on a un élément de différenciation très fort qui peut permettre à la fois de faire venir des gens spécialement pour ça, et puis en même temps qui peut permettre de raconter des belles histoires et de porter notamment à l'international une image, un discours spécifique. Pour pouvoir réaliser ce projet, un plan d'action sur 3 ans sera lancé dès 2018. La première, c'est de renforcer, de continuer le niveau d'excellence dans l'accueil des sites de visite. Et donc ça passe notamment par la formation du personnel. Et on va retrouver ce thème de la formation, qui est un sujet extrêmement important, parce qu'à la fois dans les guides, les restaurants, les hôtels, on a du personnel qui n'est pas suffisamment formé, qui ne porte pas, qui n'incarne pas ce savoir-faire sur le rhum. L'enjeu est également de taille pour les distilleries, notamment sur les plans humains et culturels. À ce moment-là, vous avez une rencontre avec les hommes martiniquais, les hommes qui travaillent, les hommes qui produisent et les hommes qui développent une culture au fur et à mesure. Et c'est cette dimension-là qu'on veut mettre en avant, surtout et avant tout. Il y a une rencontre des touristes avec la population. Des échanges, des échanges d'informations, etc. Il n'y a plus d'accueil, il y a de l'hospitalité purement et simplement. À terme, les acteurs de la filière souhaiteraient que cette future route des distilleries inscrive en 2022 le spiritourisme martiniquais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Restez avec nous dans quelques instants. Les volleyeurs du sport guyanais se préparent au match retour du championnat de Guyane. Et puis à la veille de l'élection de l'ambassadrice de beauté française, tous derrière Ruth Briquet pour un coup sur coup, nous l'espérons.
Mais avant cela, rendons-nous chez nos voisins guadeloupéens avec une invasion de rats dans une école au Gosier. Le directeur de l'école Saturnin Jazor a dû demander aux parents d'élèves de récupérer leurs enfants après la découverte de rats dans l'établissement. Les détails dans ce reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Après la fermeture de l'école suite à la présence de rongeurs dans l'établissement, la municipalité a fait appel à un spécialiste en désinfection. J'ai été appelé par la mairie du Gosier pour effectuer une désinfection de l'école parce qu'ils ont trouvé des crottes de rats. Donc il faut prendre des précautions pour que nos petits génies soient protégés. Donc on doit intervenir, nettoyer toutes les tables, les chaises, tout ce qui est un contact manuel avec les enfants parce qu'ils bougent et ils touchent tout. Donc tout nettoyer de manière à ce qu'ils ne soient pas atteints de la leptospirose et de toutes les bactéries que transportent les rats. Vecteur de maladie, le rat peut en effet transmettre à l'humain certaines bactéries qui inquiètent les parents, mais des traitements existent en cas d'infection. La leptospirose, c'est une maladie bactérienne, transmission par les rongeurs, essentiellement les rats. Il y a 300 cas à peu près en France par an. Alors quand on est infecté, on a des signes cliniques qui apparaissent quelques jours après la contamination, 4 à 15 jours après la contamination. Il peut avoir un syndrome grippal, des yeux rouges, consulter un médecin, faire une prise de sang. Et si c'est positif, il y aura un traitement soit avec ou sans hospitalisation, avec antibiotiques. Il y a des traitements qui existent. Des rats dans la rue, d'accord, mais à l'école, non. Non. Les enfants peuvent se faire mordre, ils ne sont pas vaccinés, on ne sait pas si les rats ils ont la rage. Non, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est très compliqué, je dirais même. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que les rats, ça apporte des maladies, surtout pour nos enfants. On les envoie à l'école. Alors j'espère qu'ils feront tout le nécessaire pour pouvoir éradiquer ce problème. L'école devrait rouvrir ses portes lundi, a précisé la municipalité, qui rappelle par ailleurs que la précédente dératisation a eu lieu en octobre dernier. Une enquête est en cours pour identifier l'origine des rongeurs, compte tenu de l'environnement proche de cet établissement scolaire. Faire ses courses de Noël en toute quiétude en sachant que vos enfants sont bien gardés. C'est ce que propose la mairie de Cayenne. Une garderie éphémère est installée sur la place des Palmistes. Les détails avec Astrid Café au micro de Pierre Tréfou. La garderie éphémère, elle a été mise en place il y a déjà 2 ans. On essaie d'en faire au moins 2 dans l'année. Là, cette année, il y en a eu 2 déjà, Fête des mères et Fête des pères. La dernière, donc, elle aura lieu, les dernières plutôt, si j'ai envie de dire, elles auront lieu pendant tout le mois de décembre. Donc, c'est tous les samedis du mois de décembre. On a une première expérience samedi dernier. Donc, les 3 prochaines dates, donc c'est le 16, donc samedi qui vient, le 23 et le 30 décembre. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre aux parents, pendant leurs courses, pendant leurs heures de course en centre-ville, de déposer leurs enfants dans un lieu sécurisé avec des animateurs qui leur proposent des ateliers pendant 2 heures. On a des structures gonflables, on a de l'animation musicale. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif permettant aux parents de pouvoir pendant 2 heures faire leurs courses tranquillement en centre-ville en laissant leurs enfants en toute sécurité auprès de personnes responsables, les animateurs qui sont aguerris. Sur les garderies de cette année, donc Fête des mères, Fête des pères, on a eu de bons retours. C'est vrai que bon an, mal an, finalement peut-être que les gens ne connaissent pas assez ce dispositif. Donc je les invite cette année, pour le mois de décembre, à venir nous voir. On est en centre-ville, on est place des Palmistes, juste devant la statue Félix Eboué. Du sport à présent, nous acheminons doucement vers la fin de ce journal. Un outsider du volleyball masculin fait parler de lui dans le championnat de Guyane. Le club sport guyanais arrive à la 2e place du classement depuis 4 ans. Après une quinzaine de victoires historiques tout de même. En janvier, il compte bien l'emporter face au club de Rémy-Montjoly. Jonathan Lariot les a rencontrés durant un entraînement au complexe sportif du collège Gérard Holder. Regardez. Il est 20h, l'entraînement commence pour la section senior masculine du sport guyanais volleyball. L'équipe, abonnée à la place de vice-champion guyanais, semble s'être donné les moyens de parvenir au titre pour cette saison. Une équipe qui défend, une équipe qui attaque. C'est-à-dire que service, récept, passe, on pousse à 10 doigts. Avec plusieurs nouveaux joueurs et sous la houlette de leur capitaine Jonathan Nguyen Vandan, le club remporte le match aller contre les quadruples champions, l'USL Montjoly.
que c'est une équipe comme nous qui travaille. Eux, ils ont cette volonté aussi de remporter le titre, ils vont se battre jusqu'au bout. Là, en fait, ils ont perdu la phase aller du championnat, donc au retour, ils vont nous attendre. Maintenant, c'est à nous de travailler encore 2 fois plus et ne pas faire comme on a pu le faire par le passé, c'est-à-dire se dire ok, c'est bon, le match on l'a gagné et puis ça va se faire tout seul. C'est surtout la volonté, parce que la fierté on l'a, mais on l'a perdu le titre l'année dernière, donc il faut être aussi honnête. Maintenant, il y a cette volonté aussi de se dire ok, cette équipe est là le titre depuis 4 ans, le titre on l'a eu aussi plusieurs années, ben maintenant il faut le récupérer. Et ils ne vont pas nous le donner, donc maintenant c'est à nous d'aller le chercher. À la tête de la section volleyball du club, Diana Martin, ancienne athlète bien connue du monde sportif guyanais. Après 4 ans de défaite face à Montjoly, c'est avec espoir qu'elle se remémore la grandeur d'un club qui faisait vibrer la Guyane entière. 17 ans, champion, et puis avec de belles choses sur le terrain, avec des adversaires aussi qui avaient un répondant, comme on dit, bon, c'était beau. Le volley, c'était beau. Ça frappait fort, ça sautait haut, ça combinait, il y avait vraiment de belles choses. Et je vous dis sincèrement, c'est ce que moi j'attends de revoir, de revivre ces choses-là avec les jeunes qui sont là maintenant. Donc il manque encore un petit quelque chose, je pense, pour arriver vraiment loin. Et puis surtout pour redonner des couleurs au volleyball. Moi j'insiste sur ce fait. Il faut que ce soit joli pour que le public revienne. Il faut qu'il y ait de belles choses. Véritable outsider du championnat de Guyane de volleyball, le sport guyanais masculin abat ses cartes 1 à 1, avec en tête le retour à la maison du titre de champion. Et puis les handballeuses françaises avec la guyanaise Béatrice Edwige ont accédé à la finale du championnat de handball, du championnat mondial, vous l'aurez compris. Elles ont battu la Suède 24-22 et rencontrent la Norvège en finale dimanche. C'est en Allemagne. Elles sont une trentaine de Miss à rêver du diadème de l'ambassadrice de la beauté française. Demain, à Châteauroux, le jury et le public désigneront celle qui succédera à Alicia Eliès. Comment se déroulent les préparatifs à cet événement national? Éric Dupuis, notre correspondant à Paris. C'est une nouveauté cette année, la répétition à J-1 est ouverte au public. Dans la salle derrière moi, 3000 Castel-Roussins assisteront demain soir au show en direct. Mais là, la répétition se poursuit aussi devant un public. Le thème cette année de la cérémonie, eh bien, ce sont les fêtes populaires françaises. Le carnaval de Nice, le 14 juillet évidemment, ou encore la fête des Lumières de Lyon. J'ai pu apercevoir les Miss à l'aise à 24 heures du grand soir. Ruth Briquet, Miss Guyane, est arrivée particulièrement à l'aise sur certaines chorégraphies. Elle était habillée pour le premier plateau en marinière noire et bleu marine, tout comme à l'aise, tout comme la Miss Guadeloupe. Miss Martinique est arrivée aussi rayonnante, les cheveux tirés, raides, attachés à l'arrière. Ces 3 Miss auront fort à faire face aux 27 autres concurrentes, mais elles peuvent déjà compter sur des soutiens, des proches qui sont déjà arrivés ou qui arriveront demain sur Châteauroux. Ceux qui sont là dans la salle ont pu adresser quelques sourires, des regards ou aussi des signes à leur championne, tout en espérant que demain elles pourront porter cette couronne de Miss France 2018. La mère de Ruth Briquet est arrivée à Châteauroux. Elle assiste en ce moment même à la répétition générale. Elle a donné les toutes dernières nouvelles de sa fille Miss avant d'entrer dans la salle. Elle s'est confiée à Éric Dupuis. Regardez. Disons que je la sens tranquille, confiante, et elle attend tout simplement de passer. Elle a parlé de... Je l'ai eu sur Messenger. Elle m'a dit qu'on a pu se poser des questions par rapport à Alicia, comment elle se sentait, si elle était stressée. Et à part cela, elle va bien. Mais elle n'a pas d'opinion, elle ne peut pas dire si elle sera dans les 12 ou pas. Donc, elle reste en paix. C'est vrai qu'il y avait le stress parce qu'il fallait l'encourager pendant tous ces mois, pendant tout son voyage en Californie. Mais depuis que je suis arrivée, non, ça va. Ça descend la pression, ça descend. Ah oui, j'appelle tout le public, j'appelle toutes les connaissances, la famille là-bas, en métropole, la famille en Martinique, de voter pour elle. Ruth Briquet, Miss Guyane, élue le 28 octobre 2017 aux Zéphyrs de Cayenne. Elle représentera fièrement la Guyane lors de cette élection. Nous offrira-t-elle un coup sur coup? Elle compte sur vos votes. Nous l'écoutons.
C'est bientôt le grand moment. Plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien. Alors je vous donne rendez-vous le samedi 16 décembre à 17h sur ATV Guyane. Mobilisé et déterminé. Je compte sur vous. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. L'opération Je débarrasse mon quartier organisée par la ville de Cayenne a mis des bennes à ordures à disposition des habitants pour une ville plus propre avant les fêtes de fin d'année. De la politique avec le sénateur Antoine Karam qui dresse un bilan plutôt positif à mi-parcours. Après 3 années de mandat, il a déposé 14 questions écrites et 6 questions orales auprès de la Haute Chambre. Enfin, le club sport guyanais compte bien aller au-delà de la 2e place du classement du championnat de volley-ball. Après y avoir stationné depuis 4 ans, nous les avons rencontrés durant leur entraînement. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve vendredi prochain, lundi prochain, toute la semaine. Vous serez en compagnie de Chris Laure Phillips. Excellent week-end, excellente soirée sur ATV Guyane.